Je t'emmène le job de câble et puis je peux loin. Ok, alors, je vais essayer juste de trouver. Bon, bonjour. Je me présente, je suis Damien Renou. Alors là, aujourd'hui, je représente l'association Chamilo, qui est à Madrid. Donc, il y a une association qui a pour but de protéger le logiciel Chamilo et donc la marque, et aussi de communiquer donc, autour du logiciel, son utilisation, et d'accompagner les différents centres de formation dans son utilisation. D'un point de vue pédagogique, alors aujourd'hui, c'est une présentation qui est plus axée sur les enseignants et les formateurs que la DSI ou la technique. Donc, on va parler beaucoup de pédagogie. Voilà, j'ai essayé d'arranger un petit peu ma présentation pour qu'on puisse parler de pédagogie et de problèmes pédagogiques. Voilà, de problèmes et de solutions. Voilà, aussi. Alors, pour commencer, donc, voilà, Chamilo LMS. Donc, Chamilo LMS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui permet de créer et diffuser ces formations en ligne. Je m'échauffe un peu. Aujourd'hui, on a 33 millions d'utilisateurs à travers le monde et on est traduit en 60 langues. Alors, comment est organisée l'association Chamilo? C'est une coopérative d'entreprises. On a 6 entreprises autour d'une association qui soutiennent le projet. Donc, l'association est à but non lucratif et supervise le projet. Je me détends un petit peu, ça ira bien. On est un peu tassé. On est un peu tassé. Le projet, alors, comme ça, le projet n'appartient pas à une seule entreprise. D'accord. Et la pérennité du projet Chamilo est assurée. On dit toujours pour les 10 prochaines années. Donc, s'il y a une entreprise qui fait défaut, il y a toujours 5 entreprises qui sont là pour continuer à faire le support et à continuer le projet. C'est un logiciel qui est open source, ça ne vous aura pas échappé, et qui permet donc la pérennité. Et moi, j'ai l'habitude de dire un peu l'immortalité des projets, puisqu'on ne peut pas s'approprier ni privatiser le projet. Et c'est un logiciel européen, avec des financements européens, et aussi beaucoup de régions françaises qui soutiennent le projet aussi financièrement, dont la métropole de Lyon, notamment. Métropole de Lyon, région Rhône-Alpes, on a aussi la région Occitanie, région Aquitaine et région Île-de-France, bien sûr. Finance tout. Mais, toutes sortes de projets. On a des événements de la communauté Chamilo. Alors, on a la Chamilo Conf, qui est une grosse conférence annuelle qui souvent, alors cette année était en Belgique, l'année prochaine est à Sevilla, si ça vous intéresse de venir. Il fait beau. En Espagne. On a des émissions sur YouTube aussi. Et on participe aussi à tout un tas de salons professionnels, qui donc principalement des salons professionnels autour de l'open source. À Lyon, on est assez fourni en salon. On a les journées du logiciel libre, le campus du libre, les rencontres professionnelles du logiciel libre, les journées de l'éducation du logiciel, les journées du logiciel éducatif libre, etc., etc. Donc, c'est vrai que la région Rhône-Alpes est assez active en termes d'événements. Donc, vous pouvez venir aussi à ces événements. C'est très sympathique. Voilà. Alors, pourquoi choisir Chamilo? Vous avez déjà choisi Chamilo, mais pour ceux qui nous écoutent, donc, il y a une ergonomie qui est assez simple pour une prise en main immédiate. Ça permet la création et la diffusion de parcours pédagogiques. On verra ce que c'est que les parcours pédagogiques pendant cette présentation. La récupération des travaux et des devoirs de manière automatique. Et la correction aussi. L'amélioration de la qualité de votre formation grâce aux enquêtes. On verra aussi l'aspect Calliope. Suivi et statistique en temps réel. Mettre en place une approche compétences. Donc, Chamilo permet d'avoir un référentiel de compétences et de valider ces compétences en vue de répondre à un profil ou à une exigence de profil sur un projet, par exemple, ou un profil métier. Voilà. Je vous interromps juste 2 minutes. Est-ce que ce genre de slide comme ça, est-ce qu'on pourra les avoir? Oui. Parce que tous les collègues n'ont pas pu être présents. Et voilà, moi j'étais en train d'essayer de prendre des notes, mais en fait ça va beaucoup. Alors, tout est filmé là, en fait. Tout est filmé, il sera en replay sur YouTube. Okay. Donc, les mêmes slides. Normalement, ça devrait être bon. Je ne vous interromps pas. Voilà.
Collaboration et engagement à l'aide d'un réseau social intégré. Donc, il faut savoir que Chamilo, en fait, on a mis un réseau social dès 2010 dans la plateforme. Parce que c'était la mode, les réseaux sociaux, et qu'on était le premier, donc ça faisait bien. Et ça permet aux étudiants de communiquer. Donc, ils ont un mur, ils peuvent devenir amis, ils peuvent avoir des groupes sociaux ou discuter, voilà, pour discuter un petit peu des thématiques qu'ils apprennent dans votre école, de préférence. Qui implique un modérateur aussi. Alors, Chamilo, design accessible et inclusif. Alors, il faut savoir que Chamilo est compatible donc avec le WAI, le Web Accessibility Initiative. On a la note la plus élevée, AAA, au niveau de l'accessibilité. Donc, on a tout un tas d'outils qui permettent notamment de régler la police à l'écran directement avec des icônes. Tous les boutons, tous les images et tout peuvent avoir en fait une version alternative textuelle, ce qui permet d'avoir des lecteurs automatiques, par exemple pour les personnes qui ont des problèmes de vision. On a aussi certaines options, dont une option qui s'appelle Focus, qui permet de mettre le focus sur certains textes, notamment pour certaines personnes qui ont des difficultés à se concentrer. Par exemple, pour vous montrer un exemple, voilà un petit peu de la... Donc ici, on est sur la liste des cours. Quand on clique sur un cours, on va voir en fait la partie gauche qui va être rendue plus fade et le cours qui va être rendu plus visible et plus lisible par rapport à la liste des cours. Donc ça, c'est une des choses. Dans les parcours, on va pouvoir aussi faire le focus sur un grain de formation sans forcément afficher les autres. Et pareil dans les évaluations, ce qui permet voilà, d'avoir... C'est des choses qui sont flexibles et qu'on peut améliorer aussi selon vos retours de terrain. Voilà, donc si je veux lire ça tranquillement, j'ai juste à cliquer une première fois dessus et après je peux accéder si je veux. Voilà. Et au niveau, voilà, au niveau des textes, donc on peut agrandir les textes. Tout simplement. Donc tout est quand même pensé pour une accessibilité maximum. D'où la note AAA. On a eu il y a un moment déjà, mais qu'on refasse valider par l'organisme certifiant. Je vais faire une toute petite question. Oui. Il est possible d'avoir une version vocale? Alors, on peut enregistrer dans Chamilo, on a des petits micros, on peut enregistrer des versions vocales. Après, on peut brancher aussi des plugins, alors pour pas que je dise de gros mots, des applications, on peut brancher des applications extérieures qui permettent de lire les choses. Pour donner un exemple régional, le site de la mairie de Dessines, voilà, si vous allez sur leur site, ils ont un plugin qui permet de lire n'importe quelle phrase sur un simple clic et d'entendre. Et même de traduire éventuellement dans une langue. Exemple intéressant. Et régional pour le coup. Chamilo, qualité de la formation. Donc, qualité de la formation, alors il y a Calliope, il y a l'ENFA qui est européen. Mais bon, ça existe depuis longtemps, en fait. Avant Calliope aussi, il fallait faire de la qualité de formation. Donc, on a différents outils dans Chamilo qui se greffent bien à Calliope. On a une page qui référence les 32 critères avec donc sur la gauche et les solutions sur la droite que peut apporter la plateforme par rapport à cette certification. Ce qui fait qu'on a énormément de demandes de plateforme Chamilo par rapport à cette mise en place de Calliope, ce qui est intéressant. Donc, on a des outils enquêtes qui permettent de faire des enquêtes avant, après les formations. On a le cahier notes qui est là pour centraliser les évaluations et permet de contrôler que le contrôleur puisse visuellement voir quelle évaluation a été faite quand, en combien de temps et par qui. On a le positionnement. Alors, le positionnement, c'est un outil qu'on va mettre dans ce qu'on appelle un espace de cours. Je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est qu'un espace de cours. Un positionnement, en fait, on va faire une évaluation à l'entrée de la formation et la même évaluation à la sortie de la formation. Et on va avoir un radar, en fait, qui va comparer les deux profils pour voir où il y a eu progression de compétences. Voilà, donc ça, c'est l'outil de positionnement qu'on peut activer au niveau des espaces de cours. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que là, je vois que je vais un petit peu trop vite.
Non, ça va. Alors, les différents acteurs de la plateforme. Donc, il y a l'administrateur, qui est le super user, qui va pouvoir tout faire, changer les thèmes, rajouter des fonctionnalités comme le focus qu'on a vu à l'instant. Les créateurs de contenu, qui sont très importants, qui sont souvent la même personne que les enseignants et les formateurs. Et les animateurs. Voilà, donc on peut aussi avoir des créateurs de contenu. Dans certains centres de formation, il y a une cellule création de contenu, une cellule animation. Voilà, pour que les contenus aient une forme, entre guillemets, harmonieuse avec le logo et les couleurs. Donc, il y a tout. Dans certains centres de formation, voilà, il y a une personne qui fait que ça, qui va récupérer les PowerPoint, les PDF, etc., et qui va faire une mise en forme harmonieuse pour les mettre sur la plateforme. Et après, les formateurs sont là pour animer. Donc, on a des rôles d'animateurs de sessions de formation. Les apprenants, qu'on peut appeler stagiaires, élèves, selon les différents organismes. On a aussi les tuteurs d'apprenants qui peuvent être des parents d'élèves, qui peuvent être aussi des managers d'entreprise si vous formez des entreprises. Donc, ils vont avoir une vue d'ensemble de leur équipe. Comment? Les tuteurs de stage. Le tuteur de stage, maître de stage en apprentissage et autres jargons de la formation qui est variée. Alors, les espaces de cours. Alors, je vais me mettre sur votre plateforme. Ça, ce sera une mise en abîme intéressante. J'ai créé un petit espace de cours qui s'appelle Arfrip Chamilo en 2022. Donc, en fait, dans un cours, on va avoir tout un tas d'outils disponibles qu'on peut activer, qu'on peut afficher ou masquer. Quand vous dites un cours, vous parlez de c'est juste un thème, c'est des sous-thèmes, c'est comment ça se découpe, c'est quelque chose. Alors là, on va parler d'un espace de cours. Donc, ça va être un espace de cours. Concerner 3 heures ou 25 heures. Tout à fait, ou même un an. Si jamais votre thématique dure un an. Ça peut. Alors là, on va être vraiment. Moi, je parle souvent de tronc commun. Un espace de cours, ça va être un petit peu comme le manuel scolaire que vous allez utiliser dans vos sessions de formation durant l'année. Sachant qu'on va parler des sessions de formation après. Là, on va parler de ce que c'est qu'un espace de cours. Donc, ça va être une sorte de manuel où on va mettre les ressources. On va mettre les évaluations, les examens, les zones d'auto-évaluation, les PDF, les vidéos, éventuellement les jeux. Aussi, on va avoir des jeux d'entraînement. À nous, animateurs, d'activer ou pas les outils qui nous semblent pertinents pour notre espace de cours. Donc ici, on a l'outil document qui permet de déposer des documents. Donc c'est une GED, une gestion électronique des documents. Les parcours, on va voir ça après. On va avoir un glossaire, c'est un dictionnaire du cours avec tous les termes qu'on va utiliser dans le métier, qu'on va pouvoir réinjecter dans les documents de manière automatique quand la personne ne saura pas à quoi correspond le terme. Il va cliquer sur le terme et ça va faire apparaître la définition. Les exercices, alors les exercices, c'est un très gros outil. Avec les exercices, on va pouvoir faire les examens, minutés ou non minutés. Vous avez 45 minutes, 20 questions qui sont définies à l'avance, ou 20 questions qui sont tirées aléatoirement dans une base de questions, pour pas que les mêmes personnes aient les mêmes questions, et éventuellement avec différentes catégories et différents niveaux de difficulté aussi. Donc, après, voilà, les examens, on peut dire, est-ce qu'il a le feedback tout de suite? Est-ce que je garde le feedback pour moi, etc., etc. Ça peut être qualifiant. Les exercices, donc, ça permet d'évaluer l'étudiant durant le cours. Donc, ça va être durant les parcours, c'est ce qu'on va voir. Et les tests d'auto-évaluation, c'est pour qu'ils puissent s'entraîner tout seuls. Donc, on met autant de tentatives qu'ils le souhaitent. Je reviens sur votre plateforme. Les annonces permettent de faire des annonces à tous les étudiants qui sont inscrits dans le cours. Et ceux seuls qui sont inscrits dans la thématique recevront un message. Cahier de notes, c'est pour centraliser les notes, les évaluations, éventuellement faire le lien avec le référentiel de compétences si vous souhaitez faire un profil de compétences au niveau de la plateforme. Glossaire, j'ai déjà dit. Présence, c'est pour gérer le taux de présence dans les salles de formation.
On va voir si vous utilisez ou pas ça. Progression du cours, c'est une sorte de tableau virtuel où vous allez cocher où on en est rendu dans le programme de l'année. Voilà, et les personnes pourront dire, bah voilà, actuellement on a fait 30% du programme. Agenda, c'est l'agenda du cours, sachant que tous les étudiants ont un agenda en haut, à voir si ça ne fait pas doublon avec vos outils aussi en interne. Il faut toujours voir. Il y a beaucoup d'outils, tous ne vont pas vous servir. Hein. Je vous fais la liste. Et voilà, ici, on a tout ce qui est interaction, c'est-à-dire que ça va être des zones où on va pouvoir parler avec les étudiants. On n'est plus dans la consultation. On va pouvoir créer des forums, partager des documents, gérer les utilisateurs de cours, un chat live, la zone de devoir, c'est pareil, c'est une zone d'échange, enquête, un wiki où tout le monde peut participer, comme Wikipédia en fait. Notes personnelles, c'est pour chaque personne. Chaque personne peut avoir un petit bloc-notes au niveau de son espace de cours pour prendre ses notes. Donc voilà un petit peu les espaces de cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux espaces de cours? Oui. Juste sur les notes personnelles, j'ai une question qui vient immédiatement. C'est donc chaque étudiant, donc stagiaire, qui peut inscrire ses notes. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse les partager avec d'autres étudiants? Non, non, c'est des notes personnelles. Voilà. Mais peut-être qu'il pourrait utiliser le wiki pour construire quelque chose ensemble. En l'occurrence, le wiki est plus adapté pour partager réellement avec les autres. Ou éventuellement un groupe dans le réseau social. Est-ce qu'il peut importer un fichier doc dans son espace? Lui, personnellement, admettons qu'il prenne note sur Word, est-ce qu'il peut... Il peut... Alors, la chose il peut... il a une valise personnelle. On peut activer une valise personnelle où il met ses documents, en fait. C'est pas rattaché au... C'est pas rattaché au cours, c'est rattaché à son profil personnel, en fait, au niveau de la plateforme. Là, on est vraiment dans le cours, pour le coup. Il y a des choses qui sont au niveau de la plateforme, et là, il y a des choses qui sont au niveau du cours, et là, on est au niveau du cours. Cette valise personnelle, si j'ai bien compris, en plus, elle permet d'aller récupérer des ressources dans différents cours et de les avoir au même endroit pour l'étudiant. Il y a ce PDF qui m'intéresse vachement, et voilà. Donc, en fait, ils peuvent se faire leur petite boîte à eux avec les ressources que nous, on a déjà publiées, si j'ai bien compris. Oui, alors, je ne sais pas si je l'ai activé ici. Si, c'est ça, voilà. Je mets dans ma valise le document qui m'intéresse, en fait. Donc, en fait, c'est tout à fait possible. Oui, si. Donc, en mode étudiant, c'est ça. Donc là, il consulte tous les PDF du cours. Il dit, bah, tiens, ça, j'aimerais le mettre dans mon espace personnel pour le consulter ce soir. Et je n'ai pas envie de rechercher où il était, en fait, etc. Et donc, et on peut le télécharger aussi. Si tu mets dedans, là, juste pour voir, du coup, on va bien le voir, en fait, dans ma page d'accueil, c'est ça, elle va apparaître en haut, c'est ça. Et l'espace personnel, il est, voilà, My File. Ici, ouais. Voilà, on a un espèce d'explorateur Windows à l'intérieur de la fenêtre. Et je crois qu'on peut rajouter ses propres... on peut rajouter dans cet espace personnel ses propres fichiers. Ouais. Et du coup, vous disiez qu'on pouvait mettre aussi les plannings. C'est vrai que les étudiants pourraient avoir accès librement à leur planning. Tout à fait. On les a envoyés individuellement. En fait, là, on a carrément un agenda. Et chaque professeur peut donner en fait l'agenda de son cours et tout va être mutualisé en fonction des cours où il est inscrit sur son agenda personnel. Et de la même manière, l'établissement, s'il fait un séminaire, peut faire ce qu'on appelle l'agenda global, en disant il y a un séminaire des portes ouvertes de l'école, hop, il va apparaître aussi sur son agenda. Donc ça, oui, forcément, c'est assez pratique. Plutôt que d'avoir un agenda avec tout et d'essayer de retrouver les couleurs qui correspondent à son cursus, en fait, on est assez focus sur son propre cursus. On peut imprimer l'agenda de la semaine. C'est une bonne question. Et là où est-ce qu'il faut imprimer? Je ne sais pas. Oui. Non. Mais c'est par rapport à l'usage. Je crois pas avoir vu l'impression. Je crois qu'on peut exporter le calendrier de smartphone, je crois. Après l'usage de je veux dire parce qu'on génère déjà, par exemple, le planning de la semaine qui va être donné à une promo. Ouais. Et c'est un travail. Mais si ça se fait automatiquement. Attention, parce que ça, on ne va pas aller jusqu'à la programmation d'OpenPort. Chez nous, on a quand même un ERP sur lesquels nous, on va gérer toute cette partie-là. Là, on est vraiment sur une plateforme pédagogique, pour le coup, avec un agenda, avec quelque chose. Cet agenda-là, il va être plutôt par rapport à des cours que vont
les étudiants, on va les inscrire dans une session et sur cette session, on va descendre des cours et éventuellement, ce cours il va être accessible la première année ou une fois qu'il a fait ton cours avec Émilie, il aura accès au cours. On est plus sur cet agenda-là. Un agenda plus pédagogique, je pense. Après, oui, il y a certains centres de formation qui ouvrent un cours qu'ils appellent séminaire. Ils ouvrent que l'outil agenda et ils programment tous leurs séminaires de samedi, par exemple, sur ce cours, ce qui fait que, vu qu'ils inscrivent tous les étudiants à ce cours, de fait, on s'en sert comme agenda global. Et sur la question de l'impression, je n'ai pas la réponse. Voilà, je suis en train de l'envoyer depuis tout à l'heure, mais il faut que j'arrête de l'envoyer. Pour répondre à Frédéric, il faut vraiment distinguer ce qu'on a sur Open Portal. Il y a les contrats, il y a les tout ça. C'est une autre machinerie. On n'ira pas jusque-là dans cet outil. Non, cette page des étudiants, on va voir de savoir où ils en sont. Oui. Donc, comme... Je vais aller sur votre plateforme, elle est beaucoup plus rapide que ma plateforme en local. Voilà. On n'a que 4 personnes dessus. Alors, de toute façon, en ligne, c'est toujours plus rapide qu'en local. On a vu qu'on pouvait mettre des documents, on a aussi des bibliothèques de liens, des exercices, etc., etc. Des devoirs. On a un outil qui s'appelle les parcours. Alors, les parcours, en fait, ça va être un peu un chef d'orchestre qui va assembler tous ces éléments dans une suite logique, dans un parcours pédagogique, d'un point A à un point B. Alors, comment ça marche ? Donc, on va déclarer des parcours. Ça tombe bien, j'ai préparé des parcours pour cet après-midi. Donc, voilà, on va déclarer des parcours. Et à l'intérieur de ces parcours, on va venir piocher en fait, dans nos ressources pour construire. Alors, je ne suis pas en mode édition. On va venir construire ici sur le côté gauche des chapitres et des éléments de notre parcours. Donc, par exemple, ici, je peux aller chercher un PDF que j'ai mis dans mon cours et je vais en faire un élément de mon parcours. Donc là, on a une suite logique et la personne, quand elle va rentrer dans le parcours, elle va voir en fait tous ces grains de formation apparaître. Donc là, on est sur un PDF, par exemple. Voilà, donc là, je peux consulter mon PDF. Et le premier élément, c'est une vidéo explicative. En plein écran, qui permet donc du coup de voir voilà, un reportage sur un travailleur social aux États-Unis. C'est tout ce que j'ai trouvé pour cet après-midi, mais c'est pour mettre dans le contexte. Voilà. Alors, social worker, tout à fait. Alors là, on peut imaginer qu'on ait 50 grains de formation à consulter. On peut imaginer qu'on ait des chapitrages aussi différents, donc ça peut être les contenus. On peut aussi avoir une partie évaluation, auto-évaluation. On va pouvoir glisser aussi, si je passe en mode édité, une évaluation à l'intérieur de mon parcours. Donc là, je vois que j'ai une évaluation Chamillot, hop, je la pose. Et l'avantage d'avoir tous ces grains de formation, c'est que certains grains de formation peuvent être prérequis d'un autre. On dit, voilà, la première partie, elle est en accès libre. Ça se finit par une évaluation. Cette évaluation est le prérequis de la deuxième partie. Ce qui fait que l'apprenant est canalisé sur le chemin du parcours, de ce parcours. Sachant qu'on peut avoir autant de grains de formation qu'on veut et autant de parcours qu'on veut dans un cours. Donc, pour faire le lien un petit peu avec la question de tout à l'heure, est-ce que c'est 3 heures, 50 heures ou 1 an ? Tout dépend du nombre de parcours et comment vous organisez vos espaces de cours. Je rebondis à votre exemple. J'ai eu un cours qui était particulièrement compliqué, comme celui que vous avez fait, je crois, sur la transformation de l'offre. Et en fait, j'ai pris le préalable dans la description du cours, de reprendre le sommaire, de refaire le plan de la méthodologie, comment il devait suivre également le parcours. J'ai vraiment été sur une description assez pointue pour m'assurer justement qu'il suit bien la bonne méthode. D'accord. Les bons outils au bon moment.
Et en fait, j'aurais pu procéder, ce que j'entends peut-être autrement, finalement en mettant des étapes Oui. avec un moment d'évaluation pour qu'ils puissent passer à l'étape suivante. Voilà, alors, tout à fait. Donc là voilà, c'est pour vous montrer le test qui est intégré. Donc là, on a bien un test qui est intégré, voilà, avec des questions. Si on revient un peu sur la liste des cours, la liste des parcours, pardon. Donc là, j'étais bien dans le parcours 1. À l'intérieur du parcours, il y a des items qui peuvent être prérequis, donc les uns par rapport aux autres, mais les parcours peuvent être prérequis aussi, les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que tant que le parcours type 1 n'est pas fini, le parcours type 2 est bloqué. Donc il y a aussi un deuxième niveau de prérequis. Donc ça fait, le premier niveau, c'est le nom du cours, parcours, liste des parcours, liste des items, chapitre des parcours. Vous pouvez quand même, vous avez de la marge pour organiser vos informations. Sachant que vous, en tant que professeur, vous pouvez préparer des parcours et les masquer pour le moment. Et travailler dessus quand même. Et pareil, vous pouvez les réorganiser, etc. Ou les publier quand c'est pertinent. Ou les publier quand c'est pertinent. Ouais. Ah oui, on peut travailler des choses sans que ça soit visible. Oui, voilà. Oui. C'est pas obligé de mettre une session déjà. Il fallait déjà finaliser. Non. On peut tout à fait construire et ne pas lui donner l'accès aux étudiants, même dans une session du travail. Enfin, moi, j'ai une partie complètement administrative où du coup, je fais mes trucs à mon côté. Les étudiants ne voient plus que ça. Oui. Et le pourcentage d'items qu'il a consulté à l'intérieur. Si vous avez 50 items et qu'il n'a fait que 10, bon, vous aurez que 20%. Oui, c'est ça. Donc, dupliquer un parcours pour éviter de tout refaire. Tout à fait. Il y a un bouton dupliquer qui est juste là, copier. De la même manière, vu que les ressources sont organisées dans les documents et dans les examens, quand vous créez un nouveau parcours, c'est juste du glisser-déposer de l'ensemble des ressources que vous utilisez déjà. C'est comme quand vous appuyez sur la mallette du PDF pour le mettre dans vos documents personnels. Le système ne va pas copier le PDF sur le système, c'est juste un lien en fait. C'est que des liens en fait. Donc voilà pour les parcours. Le parcours numéro 2, on va l'ouvrir pour voir. C'est pas encore le cas, ça. Donc voilà, on peut aussi avoir des jeux à l'intérieur. Donc des mots croisés, des mots cachés. Donc on a une petite bibliothèque d'outils qui est ici et qui permet en fait de créer, c'est clé en main en fait, tout un tas de grains de formation très simple à mettre en œuvre. Vous avez juste à cliquer sur l'icône, remplir les champs et ça vous génère un jeu comme grain de formation. Donc vous avez ici un magazine qui permet de consulter par exemple un PDF ou un PowerPoint. Comme les magazines, les catalogues Carrefour et Leclerc en ligne, voilà, que tout le monde connaît. Drag drop image pour mettre une image en face d'un texte, des mots croisés, des mots cachés, drag the word, il faut mettre les mots au bon endroit, très pratique pour les cours de français. 2 images avant-après, avant chantier, après chantier, c'est mon meilleur exemple. Mark the word, c'est il faut marquer certains termes dans les textes qui vous semblent appropriés par rapport à la thématique. Fill the blank, c'est des mots à trous. Quiz Academy, le fameux Quiz Academy, en fin de compte, vous allez pouvoir récupérer n'importe quelle évaluation et le transformer en jeu télé. Voilà, donc vous cliquez dessus. Et c'est-à-dire que le support est déjà fait ou que... Ouais, vous n'avez rien à faire, vous récupérez juste vos évaluations et lui compile et il met tout le son, le graphisme. Tout. On donc fait là, juste un exercice et en fait, voilà. Quand tu rentres dans l'outil, tu dis je veux utiliser tel exercice, il récupère toutes les questions. Et c'est lui-même. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins 10 questions parce qu'en fait, il a une histoire d'ordre aléatoire pour que ça soit vraiment comme un jeu. Parce qu'il y a 4 questions, il resserre toujours les mêmes. Oui. Ça ne dérange pas. Donc là, vous sélectionnez votre quiz que j'ai intégré tout à l'heure dans le parcours, qui était vraiment une évaluation, pour le coup. Et on ajoute. Et derrière, en fait, vous avez le jeu télé. Donc là, ce n'est pas le bon item. Mais vous avez le jeu télé qui se lance, en fait. Alors, c'est exactement pareil que question pour un champion. C'est exactement les mêmes règles. Vous choisissez un avatar. Et le but du jeu, en fait, c'est de répondre au maximum de questions et le premier à avoir 7 points à gagner. Les autres joueurs sont une intelligence artificielle, c'est un algorithme.
Et pour le coup, c'est vraiment pour s'amuser. C'est vraiment juste pour s'amuser. Mais l'avantage, c'est que ça permet de ne pas refaire le travail que vous avez fait dans l'évaluation et de récupérer les données. En fait. Tu ne veux pas le faire jusqu'au bout Alors, c'est créer un parcours pédagogique. C'est ça. Oui, ça les stresse un peu, ça, ce genre de... C'est parfait. Si on prend ça fait rouge. C'est pas, il n'y a pas de... Mais on ne gagne pas de points, ce qui fait que les autres continuent à gagner de points. Voilà, et là, il resserre la même question, parce que je crois qu'il n'a pas assez. Le mieux, c'est d'avoir une vingtaine de questions. Oui. Bah pour le mieux, il en sort 5, c'est ça? Il en sort 5 par défaut? J'hésite moi-même. Non, c'est Michel Malo qui le sait. On va y arriver à 7 points. C'est facile d'arriver à 7 points. Tout dépend de la thématique. Oui. Bravo. Donc ça, c'est les petits trucs sympas. Je suis perverse, ça c'est. Ensuite, il y a, voilà, ça c'est pour mettre des vidéos en plein écran, protection contre le téléchargement, vidéo conditionnelle. Ça permet de s'assurer que l'apprenant a bien vu toute la vidéo et du coup de mettre la vidéo en prérequis, comme une évaluation. Cashword, c'est une sorte de Scrabble. Vous avez une définition, vous avez des lettres, il faut retrouver les bonnes lettres. Voilà. Après, il y a des choses un peu, ça c'est des choses un peu exotiques, hein, un système solaire en 3D. Des animations de victoire avec des petites coupes et des étoiles qui brillent pour dire qu'on est arrivé à la fin du parcours. Le quota, c'est pour faire une pause, pour dire voilà, t'as assez bossé pour aujourd'hui, tu attendras 24 heures avant de continuer. Voilà. Ça, c'est pour montrer qu'on peut intégrer des objets en 3D aussi. Ça, c'est une animation de gain de trésor. C'est pour les escape games. Ça, c'est escape code, c'est pour les escape games aussi. C'est pour les escape games. Et ça, c'est pour regarder des molécules en 3D. Ça, c'est plutôt pour les chimistes. Voilà, il y a un peu de tout. Sur l'escape game, vous avez avancé par rapport à ce que vous avez montré ou pas? Il y avait juste une salle. Dans mon tuto, il n'y a qu'une salle. Ouais. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Et nous, on a Ça dure déjà 1 heure, mon tuto, donc j'ai arrêté à ça. Donc ça, c'était les petits trucs amusants pour vous montrer que c'est bien d'utiliser les parcours. C'est pour vous utiliser les parcours. Bon. Et si j'ai bien compris aussi, dans le Chamilo, il y a aussi une notion, quand on utilise les parcours, de pouvoir suivre plus finement l'apprenant sur son temps sur la plateforme. Il n'y a pas... Non, c'est plus le diriger, en fait. C'est plus montrer le chemin. Ouais. Après, on peut très bien utiliser un espace de cours et mettre tout en vrac à disposition, c'est tout à fait possible. On peut dire, voilà, bah, cet espace de cours, je vais l'appeler espace document. Je mets juste l'outil document et vous posez les formulaires, les conventions de formation, les exemples de formation. Voilà, c'est un espace documentaire. Vous l'appelez comme vous voulez, bibliothèque, vous mettez l'icône que vous voulez. Vous pouvez changer toutes les icônes et tous les termes des outils. Moi, je m'amuse des fois à faire des espaces de cours, j'appelle ça gestion de projet, j'ouvre que le wiki. Et on utilise le wiki pour faire la gestion de problème. Voilà, ça marche très bien. Vous auriez un exemple escape game? Moi, ça m'intrigue. J'ai pas d'exemple d'escape game. J'ai d'autres exemples. On peut intégrer aussi des modules qui sont faits avec les logiciels auteurs extérieurs. Donc, il y a une cinquantaine de logiciels auteurs. Et vous pouvez les intégrer. Ils sont reconnus automatiquement par la plateforme et intégrables dans la plateforme. Donc, il y a iSpring, Articulate, il y a Open e-learning, même PowerPoint permet d'exporter en fait sur le format de partage des LMS. Et donc, vous pouvez importer directement vos présentations faites à l'extérieur. Et donc là, c'est par exemple comment s'intégrer dans l'équipe et faire preuve de coopération. C'est ce qu'on appelle des soft skills. On a quelques modules, si vous voulez, d'ailleurs, qu'on peut vous passer,
qu'on distribue avec la plateforme. On peut, à partir de nos PowerPoint un peu moins chez archaïque, les lycées là-dedans, et du coup, ça va se transformer par un effet. Alors, quelque chose. c'est presque ça. En termes, Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour intégrer du PowerPoint, puisque PowerPoint est un outil stratégique, tout le monde le sait. Donc, alors, moi, je les intègre comme ça, en fait, hein, les PowerPoint. Donc, ça, c'est un PowerPoint que j'ai récupéré ce matin, que j'ai intégré. Et donc, du coup, ils peuvent consulter leur PowerPoint sous forme de voilà. Vous voyez, c'est des pages qu'on tourne. et comment vous faites ça? J'ai juste fait exporter sous forme d'image. J'ai intégré les images dans un dossier dans Chamilo et j'ai utilisé le page flip tout à l'heure qu'on a vu. J'ai sélectionné juste la première, la diapositive 01 et le reste, en fait, il le fait tout seul. Il va en déduire, en fait, les autres images et il va faire un action. Je vais vous montrer. Mais là, juste par rapport à ce que disait Caroline tout à l'heure, là, ça, le PowerPoint était comme ça à la base. Oui, ça change pas. Voilà. C'est exactement comme ça. Oui, c'est ton PowerPoint. Je pense que l'intérêt, par contre, c'est la méthode de consultation. Ça va être très sympa pour l'étudiant. Alors que si, par contre, on mettait pas un PDF, mais un PowerPoint, il serait amené à le télécharger et il faudrait qu'il ait le logiciel. Et donc là, on sort de la plateforme, c'est vraiment dommage. Voilà, ouais, tu mets ton PDF. Et là, c'est aussi, voilà, l'idée, c'est de pouvoir consulter là-dessus ou sur une tablette sans avoir. Ça va bien sur un portable. Ouais, parfait. Chamilo va très bien sur un portable depuis le départ. Je pense que vous avez dû poser une limite d'âge, de compréhension, de limite là, parce que moi, j'ai l'impression d'être historique. Oui, en fait, c'est quand même les mêmes slides que le PowerPoint qui vont défiler autrement. Oui, exactement, c'est exactement les mêmes. Donc, le PowerPoint reste toujours un truc moche. Exactement. Non, c'est compris les animations. Alors, il y a 4 ou 5 méthodes pour transformer un PowerPoint. Là, c'est la méthode la plus simple, c'est-à-dire en image. Sinon, il faut passer par un HTML5 qui permet de garder toutes les animations. Voilà. Si vraiment c'est qui va le convertir à un format web, en fait. Un format, ce qu'on appelle un format STORM, qui existe à peu près depuis 23 ans, qui est le format d'échange international des contenus pédagogiques. Toutes les plateformes e-learning intègrent généralement les plateformes. Donc, les cours que tu fais dans Chamilo, potentiellement, tu peux aller les mettre dans une plateforme, dans une autre plateforme. Il y a une interporabilité. C'est joli. C'est le mot du stratégie par exemple de communication, pour prendre des formations, il faudrait qu'on utilise tous des supports de communication communs, de visuels, ou de la manière de faire les choses. Non, peu importe, ça peut rester artisanal, ça dépend vraiment de votre matériel. C'est pas une insulte pour moi, artisan. Merci d'envoyer des mots. C'est rien. On s'en est bien d'attendre des fois quand même. Alors, faut que nos étudiants soient à fond dedans. Après, vous pouvez avoir un PowerPoint si vous travaillez beaucoup sur PowerPoint, vous pouvez avoir un PowerPoint de base avec la charte graphique de l'école que vous utilisez tous. Oui, avec un thème. C'est la première étape, j'ai envie de dire. Oui. Je reviens à la manip, donc il est dans mes documents. Je vais juste savoir comment faire. Concrètement, on est dans le document, on choisit son PowerPoint. Exemple, à tout repos sans PowerPoint. J'en ai un à votre tour. Concrètement, comment j'arrive à la manip pour aller dans l'outil? Je le glisse, vous disiez tout à l'heure. Tu l'exportes. Je t'enverrai un tuto sur YouTube. Ouais. Voilà, il est bien. Donc, les outils, voilà. Après, on a les statistiques. Alors, avant, on va peut-être regarder les sessions.
On va regarder les sessions. Alors, je fais du PowerPoint tableau blanc, ça s'appelle. Donc, on va se c'est artisanal ça aussi. Donc les cours, on a un code couleur dans Chamilo, les cours c'est toujours vert. C'est pour ça que j'appelle ça des troncs communs. Les troncs communs, on va les utiliser d'une année sur l'autre pour des sessions de formation différentes. Donc la session 2021-2023, on va utiliser les mêmes troncs communs que 2023-2024, peut-être un petit peu augmentés ou peut-être un petit peu diminués. Donc ce qu'on va créer, c'est des sessions. Alors une session, c'est quoi? Ça va être 1, 2, 3 espaces de cours qui vont concerner donc la session 2022-2023, par exemple. Cette session va concerner un public cible. En général, je vais dire des gros mots, un groupe homogène de besoins. Voilà. On va pouvoir aussi donner une date à la session. Voilà, cette session, elle commence en 2022, elle se finit en 2023. Pourquoi on fait des sessions? Pour isoler les données au même endroit, pour que l'établissement, le centre de formation, puisse avoir une vision des données statistiques au niveau d'une plage de données. Voilà à quoi sert une session. Si on mettait tous les étudiants dans les espaces de cours d'une année sur l'autre, à la fin, on aurait 1500 étudiants et toutes les données seraient mélangées. On n'aura pas une vision globale, claire, au niveau des statistiques. C'est pour ça qu'on utilise des sessions de formation. L'avantage des sessions de formation, c'est que il y a les créateurs de contenu qui ont fait des super troncs communs. C'est vous. Voilà. Mais on peut aussi avoir un animateur ou un coach de ces cours à l'intérieur de la session. Pour le coup, il a accès à l'espace de cours, mais il peut augmenter, rajouter des documents, masquer certains parcours en fonction de ce qu'il ressent dans son groupe homogène de besoins. Donc, il peut dire, voilà, ce groupe, il a un peu de difficulté, donc moi, je vais rajouter un truc dans cet espace de cours. Ce document ne sera valable que pour ce tronc commun, mais à l'intérieur de la session. En 2023-2024, tout ça sera du passé. Donc, c'est ce qu'on appelle la flexibilité ou l'adaptation, ce qui est demandé dans notre ami Calliope. Voilà, donc c'est un des critères majeurs de Calliope, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Ça va, c'est pas trop obscur? Non. Voilà un petit peu le fonctionnement des sessions. C'est très pratique et c'est, on dit, une couche d'abstraction. On peut le faire qu'en digital, ce genre de choses. Oui. Chez nous, les sessions, concrètement, dans la plateforme, par exemple, pour les ES, on a fait une session, année 1. Okay, on va pouvoir du coup borner l'accès à tous les cours qu'on a publiés pour l'année 1. Est-ce qu'on les laisse pour l'année 2 et l'année 3 ou pas? Ça va nous permettre de faire ces choses-là. Et on peut faire même des sursessions, c'est-à-dire les ES-VDA et les VDB. On va aussi les retrouver au sein d'une autre session que leur petite session, qui va être une sorte de tronc commun, par exemple pour les rendus de devoirs. C'est exactement pareil qu'ils soient en ES-VDA ou ES-VDB. Quand c'est la certification, c'est la certification, c'est la certification pour tous. Et même avec les ETS, il faut qu'on ait un tronc commun. Vous voyez, on s'appuie sur les sessions comme ça. Si on regarde ici, on est dans la session démo Chamilo avec des cours à l'intérieur. Oui, des cours. Et ici, on peut dire, voilà, dans ce parcours vidéo, moi, je souhaite que les gens de cette session ne le voient pas. Donc, c'est différent d'agir que dans le tronc commun que dans la session. Ce sont les mêmes espaces de cours, mais dans deux environnements parallèles, entre guillemets. C'est important parce qu'en fait, quand on fait des modifications sur le tronc commun, du coup, ça va pouvoir effectivement être appliqué à tous les cours toutes les sessions. Dans toutes les sessions. Voilà. Donc, ça évite d'avoir à modifier les modifications. Et non inversement. Si vous avez fait une coquille, vous le corrigez pour tout le monde en même temps. Ouais. Par contre, ça ne va pas marcher au niveau de tout ce qui est interaction. Le pavé interactif, le forum, le wiki, le tout ça, ça va être vraiment propre à la session. Et sur le cours d'avant, juste, du coup, je pense à un truc, voilà, celui que tu as mis, il y avait, non, c'était celui d'avant, je ne sais pas la page, où on a vu en haut, il n'y avait plus le logo de l'Arfrips, on a la possibilité pour un cours donné
d'avoir un habillage. En haut, là, il y a le rouge. Effectivement, ouais. Il est possible d'avoir un environnement graphique différent. Voilà, dans celui-là. Selon le. Vous voyez, en haut, là, il y a. Selon la thématique. On peut même aller un peu plus loin, on peut faire des sous-plateformes de votre plateforme en gardant la même plateforme. Si demain, vous vendez en marque blanche, où vous avez un nouveau centre de formation Art Free, Strasbourg ou Nice qui ouvre, ils peuvent avoir leur propre sous-plateforme et utiliser vos cours en tant que sous-plateforme. Avec la même base code et la même base de données. On pourra avoir un branding pour un partenariat. Par exemple, nous, on fait beaucoup de partenariats, donc on pourrait avoir dans un espace donné 2 logos aussi, ouais. de centre de formation. Partenariat avec une entreprise aussi, si vous travaillez. Je donne Non, la SNCF, si vous travaillez avec la SNCF, voilà, et si vous voulez avoir une sous-plateforme SNCF, vous pouvez diffuser vos cours dans la SNCF avec leur logo et leur charte graphique. Voilà, moi j'ai fini à peu près ma présentation. Après, c'est du bonus. Petit bonus, voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en route là cette semaine, c'est des Learning Coins. Learning Coin, en fait, c'est on va pouvoir gagner des pièces et les mettre dans une wallet d'apprenants. Et avec ces pièces, on va pouvoir débloquer des contenus supplémentaires. Donc c'est-à-dire, voilà, tu as bien travaillé, tu as gagné 15 pièces Learning Coin. C'est pas du Bitcoin, hein. C'est liquidé là-dessus. Et on a un petit espace qui permet de dire, voilà, tu débloques une vidéo bonus qui va t'expliquer plus en profondeur tel sujet. Donc, c'est de l'apprentissage sous forme de récompense, mais qui, pour le coup, fait un petit côté VIP premium, qui peut inciter à engager plus. Sachant qu'on la débloque pour quelques heures seulement, la vidéo. Donc, on est obligé de la regarder assez vite. Sinon, il la partage. On a tout pour ça. Comment se connecte à ça? Ça, c'est une option qu'il faut juste qu'il active. Oui, pour le Learning Coin, tu veux dire? Non. Pour aller chercher le courrier, ça, je t'accompagnerai pour. Oui. Et la prochaine étape, ce sera d'avoir des avatars et on pourra acheter des trucs. Voilà. Mais pour l'instant, on est là-dessus. Voilà. Pour l'instant, on peut débloquer les vidéos principalement et mettre des prérequis wall au niveau des parcours. Voilà. Les murs, pardon. Et du coup, de votre expérience de mise en pratique de Chamilo, ça demande quand même un temps conséquent à la préparation des supports, à construire les parcours. Tout à fait. En volume de temps, est-ce que vous pouvez nous donner une idée pour un peu? Alors, la première étape, en fait, c'est déjà d'utiliser vos supports actuels et de les insérer dans des parcours. Vous avez des PDF, des PowerPoint, ça suffit largement, pas besoin non plus de faire de la gamification à outrance. Après, j'ai envie de dire, la deuxième étape, c'est de rajouter des petites touches ludiques à droite, à gauche, autour. C'est assez rapide, hein, pour vous montrer. Non, là, je suis dans tes cours, je ne vais pas te casser ton cours. Non, vas-y. Si, vas-y, je peux casser. Donc là, quand j'édite mon parcours, on va mettre un PDF. Alors, vidéo, effectivement, vous n'avez peut-être pas tous des vidéos, ou peut-être pas envie de faire des vidéos, donc c'est pas forcément, mais vous pouvez mettre des vidéos externes de YouTube, de Vimeo. Je conseille plutôt Vimeo que YouTube, de préférence. Et supprime moins Vimeo? C'est un peu mieux intégré. Vous avez dit qui? Vimeo. Vimeo, c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a des pleins d'écran par rapport au. Il y a une meilleure protection des droits d'auteur, il y a moins de tracking que Google. Il n'y a pas de publicité intempestive qui apparaissent après les mises à jour. Et donc, vous pouvez rajouter voilà, les petites touches ludiques autour de votre PDF dans un premier temps. Ça peut être le plus simple. Donc là, si vous mettez un mot croisé, par exemple, vous avez juste à saisir le mot et la définition et appuyer sur enregistrer. Ce n'est pas un niveau exceptionnel de paramétrage. Donc, si par exemple, tu fais juste par qui a pris ces centres de formation, ça devrait marcher. Tout à fait.
Après, ça c'est vous. Ouais. Chamilo, c'est moi. On va mettre un troisième. Chamilo peut être un outil pour du e-learning. Ouais, c'est pas pour produire du e-learning, mais c'est une plateforme de formation en ligne. Donc, si le e-learning, c'est une formation en ligne, oui. Bien. J'étais juste de préciser ma question. Concrètement, en tant qu'intervenant formateur, quand on est potentiellement amené à faire une fameux enseignement, on n'a pas d'étudiants en face de nous, au distanciel, on pourrait, nous, être filmés sur une vidéo et mettre cette vidéo sur cette plateforme. Ouais. Alors, l'une des pratiques les plus courantes dans les centres de formation, c'est donc d'avoir des contenus, d'avoir des évaluations. Ça, on met ça dans une session. Durant la session, on fait des cours en distanciel ou en présentiel qui sont filmés et on met le replay au niveau de la session et non pas au niveau du tronc commun. Ce qui fait qu'on a en toute logique tous les replays de l'année avec le tronc commun qui sont affichés en même temps. Et l'année 2023-2024, on enlève les replays et on repart sur une nouvelle session. Voilà la plupart des centres de formation en tout cas que j'accompagne, ils font comme ça. On peut faire de l'enseignement en ligne. Ben là, on en a fait un. Moi, c'est Chamilo. Formation. Et là. Et nous, ça après. Et là, ça va pas. Là. Non, ça va pas. Non. C'est moi qui me suis trompé. Ah oui, c'est pour ça. Il a refait, puis et alors, et voilà. Et voilà. 3 sur 3. 3%. Qu'est-ce que c'est compliqué? Ouais, ça fait des petites touches ludiques à l'intérieur de votre parcours. Bon, ça, voilà. Et après, les vidéos, si vous pouvez avoir quelques vidéos quand même dans les troncs communs qui sont plutôt bien faites, ça permet de donner de la valeur avec le logo de l'école et tout. Sans en avoir 100, mais en avoir 2, 3. Ça peut être intéressant. Alors, on dit 2, 3, on est limité en volume ou pas? Oui, si vous êtes limité en fonction de la taille de votre serveur. En général, ça va passer, c'est ce que je conseille, moi en général, je dis à tous les centres de formation, ouvrez un compte Vimeo Pro, ça coûte 10 balles par mois, et vous avez le droit à 2 Tera de vidéos privées, protégées, avec votre logo d'école. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Et c'est des spécialistes du streaming. Donc, et surtout, c'est super bien intégré. Je ne suis pas sûr que ça soit français, peut-être européen. Et c'est bien mieux que YouTube et que les URL privés de YouTube qui sont partageables, de toute façon. Après, moi, oui, là, ça protège vraiment. Je suis un grand fan des droits d'auteur, surtout pour les professeurs, surtout quand il y a leur tête sur la vidéo. Donc, je trouve ça important de protéger, en fait. Et c'est aussi votre... Oui, mais c'est votre valeur. C'est notre valeur. Donc voilà pour ma présentation de Chamilo pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions autour de Chamilo? On peut recommencer. Oui, ben oui, ça donne envie, mais... Arrêtez là, non, je ne peux pas regarder. Pour le replay, ce sera mieux d'avoir des questions. Finalement. Moi, j'avoue que pour l'utiliser, ce qui m'intéresse à tester, c'est le question pour un champion, et que je vais tester le 17 octobre en formation continue. Ce soir, j'espère que tu vas tester. En direct avec les participants. D'accord. Oui, mais ça, c'est pas mal. Ça, voilà, ça, je vais tester. J'aurais voulu tester l'escape game. J'ai essayé avec Cyril la toute première genre, voilà. Ouais. Alors après, j'étais sûrement trop ambitieuse aussi sur ce que je voulais faire dans l'escape game. Mais concrètement, voilà, ça ne répond pas à... Le principe de l'escape game, c'est quoi? C'est l'étudiant qui balade dans un truc
et doit trouver Tout à fait, ouais. la réponse parmi d'autres, Il va planquer, cacher, Il va découvrir lui-même effectivement la réponse. C'est la ouais, c'est parce que j'ai fait une conférence au mois de février-mars, ouais, d'une heure sur un escape game. Mais je Ça, vois Cyril a ce que dû- tu veux dire. fabrication d'un escape game de A à Z, alors de A à Z, hein, avec deux salles en fait. Avec deux salles et avec 4 énigmes, il faut combiner 3 énigmes et la 4e. Ouais, c'est ça. On a à l'origine des livres. Ah bah, c'est tout notre boulot. C'est pour ça que je donne quelques pistes, effectivement, pour le faire simplement. C'est pas très. Après, moi, j'en fais souvent des essais. Mais bon. Oui, après, Je suis un grand fan de Unlock. moi, je pense pas. Pas de plus compliqué. Mais, non, c'est bien, je pense que c'est un vrai outil à développer pour le coup. Bon, ça demande un petit peu de temps. Tu peux aller sur ta web. Ouais, temps. Là, il faut quand même une question de conception. Et est-ce que la notion ludique ne vient pas prendre trop de place par rapport à l'objectif pédagogique? Alors, en formation continue, moi, je l'ai vu au niveau de la philosophie, ça. C'était vraiment un plus que je lui propose ça. Maintenant, voilà, je lui ai dit que ça allait être compliqué. Donc, je lui ai dit que j'avais révisé mes prétentions et qu'on allait faire un peu autrement. Ça allait pas forcément un peu des soucis. Mais c'est vrai qu'en termes de vente, en tout cas, de formation continue, moi, je vois vraiment comme un bonus. Et même pour les étudiants en formation initiale, alors je ne l'ai pas testé encore, mais moi, je le vois en tout cas avec les publics, quand on peut avoir les SAES ou même la laisser à petite enfance, très clairement, c'est une façon ludique d'approcher la connaissance et du coup de les inclure dans ce parcours sans qu'ils aient forcément conscience qu'ils sont en train de travailler. Et ça a l'air plus facilement. Ah oui, c'est sûr. Tout ce qui est mots croisés déjà, five bounds, ça marche. Bon, on a eu un retour d'expérience avec les formations qu'on a ouvertes en full Chavillot quand on était complètement confinés et qu'on était obligés. Et si je me souviens bien, le retour, c'était qu'ils avaient appréhendé le fait de se réunir, enfin, ils avaient eu un peu d'appréhension à avoir un vrai cours en rencontré et tout ça. Bon, c'est quand même. Et après, ça dépend de comment tu pas obligé de mettre des jeux dans le Non. Oui, non, mais je parlais des jeux. Des trucs aussi. Alors, moi, personnellement, non. Mais Catherine avait donné, ça m'a beaucoup servi. Il y a des jeux maintenant, et c'est vrai que les séries, les retours des saisons étaient plutôt bien. La promo de Givor, notamment, Ouais. Mais après, C'est un peu, désolé, on est arrivé présent. Ça donne l'impression que c'est un bon outil d'amorce pour aller vers le cours qui va être donné ou un bon outil de reprise parce que ça permet par des jeux d'apprentissage de dire je révise sans avoir l'impression de réviser, je commence à m'initier dans un truc sans avoir l'impression de travailler. J'ai l'impression que c'est plus un avant, un après, ou alors une manière de faire travailler en intersession. C'est du bonus, ouais. C'est du bonus, c'est de l'option, quoi. Après, moi, j'imaginais aussi sur des choses transversales qu'on travaille beaucoup ça, par exemple, sur la lecture des textes, où on ne leur apprend pas forcément en fait, à lire un texte, à aller chercher dans un sommaire, lire l'introduction, la conclusion, machin, sur des compétences un peu transversales comme ça que tu pourrais mettre, qui n'ont pas de cours dédiés à ça, mais qui sont quand même des compétences attendues. mais clairement, sur les questions de méthodologie qui sont communes à tous les étudiants. Mais c'est aussi chez les AES, le rôle de connaissance, c'est surtout chez nous. Ça, c'est la question autonome, tout à fait. Et puis, ce qui est la reprise à faire, mais en plus, c'est quand même. Et du coup, ça nous fait aussi une solution de secours. Vous avez un intervenant qui est absent, vous avez chez nous. Il y a un travail. Il y a un travail de l'absence. Elle corrige, ça suppose que ce soit des réponses. Ah, bah, c'est toi qui as fait C'est pas oui. Mais tu transposes ton évaluation par effet. Parce que tu vas déjà utiliser l'évaluation, en fait, tu vas juste être transposé avec ça. C'est les mêmes QCM ou les mêmes. Tes questions, en gros, ça va être les mêmes. C'est l'outil qui va changer, mais au lieu de le passer sur papier, tu vas. Moi, je suis mal à ce sujet, par exemple, par rapport au bloc de compétences, sur l'information des compétences, vous pouvez dire que cette compétence, elle est atteinte. Ouais, ça c'est. Il y a des trucs. Ça, c'est parce que je n'ai pas rentré dans le détail. Alors, en fait, sur les compétences,
Alors, c'est une conférence d'1 heure, les compétences, mais je vais essayer de faire le plus simple. On va avoir un référentiel. Donc, par exemple, je vais prendre mon exemple préféré, référentiel de compétences pour les charpentiers et les couvreurs. Voilà. On a des charpentiers et des couvreurs et on va avoir une liste de compétences. Donc, monter sur le toit, poser des tuiles, monter des parpaings, etc. Donc ça, ce sont des compétences qui vont définir le métier. Il va y avoir des compétences qui vont être de métier et d'autres qui vont être spécifiques. Dans Chamilo, en fait, à l'intérieur, ce qu'on appelle l'outil, le cahier de notes, on va déclarer ce qu'on appelle une évaluation de compétences. Et on va dire, voilà, cette compétence, elle nécessite d'avoir regardé telle vidéo, réussi telle évaluation, et que le professeur ait mis telle note sur ce devoir. Dès l'instant où ces trois conditions sont remplies, alors l'évaluation est validée, alors la compétence est validée. Sachant qu'elles peuvent être validées sur plusieurs niveaux. 4 niveaux, je crois, c'est vu, maîtrisé, il y a 4 niveaux de couleurs, c'est les mêmes qu'on utilise au collège. On ne peut pas monter sur le toit. Comment? Même si le type ne peut pas monter sur le toit. C'est pour ça qu'on a un niveau qui n'est jamais maîtrise, puisque le mec, il faut qu'il monte sur le toit. Et donc, il faut que l'interface, il faut que ce soit le formateur dans l'atelier ou sur le chantier qui valide sur la plateforme le fait qu'il maîtrise ou pas. Sinon, tout ne peut pas être digital. Sinon, ça ne marche pas. Mais on peut valider les compétences, en tout cas de sécurité, qu'il doit avoir, en tout cas de sécurité. En général, on valide la théorie sur la plateforme, mais la plateforme n'est qu'un relais. Une évaluation, il peut y avoir, sur une évaluation, il peut y avoir, comme vous voyez, sur une évaluation, il y en a des QCM, mais on a des questions ouvertes aussi. Question ouverte, c'est à vous de corriger la réponse et à donner une pondération à cette réponse. Donc, ce n'est pas tout automatisé. Vous pouvez avoir une partie de votre évaluation qui est automatisée, une partie qui est pondérée. Et il y a aussi des compétences, une partie de la compétence qui peut être validée sur le terrain. Et c'est bien sûr que c'est sur le terrain qu'on valide. C'est pour ça que je prends charpentier court, parce que c'est l'exemple qu'on ne pourra pas jamais valider sur une plateforme d'apprentissage. Donc, on est bien obligé d'avoir un relais sur le terrain, dans l'atelier ou dans le laboratoire. Et vous l'avez peut-être dit, les documents qu'on met, est-ce qu'on peut les annuler ou les supprimer, juste s'ils sont plus actualisés? Oui. Pas tout le monde. Donc, dans la petite logique, ça pourrait remplacer ce qui nous sert à nous d'intermédiaire. Ah bah carrément. Ça serait même d'ailleurs un des objectifs, ça serait de décharger un petit peu les AP qui sont cool. Chaque année, on en rajoute des tâches et des tâches et des tâches, et que vous repreniez la main sur la diffusion de vos supports de cours. D'ailleurs, la première brique, ça serait juste, j'ai donné un cours, je passe mon support de cours dans les documents, et à la limite, même si je n'ouvre rien d'autre, ça suffit. Voilà. Après, si je veux aller un peu plus loin, faire un parcours en me disant que ce serait bien qu'ils voient une vidéo, puis qu'ils voient mon PDF, et puis allez, je leur fais un petit exercice de QCM pour avoir une idée. Voilà, après, ça se construit, mais on peut partir le premier maillon, à mon avis, la première chose qu'on va mettre en place, c'est effectivement, j'ai un cours, je veux juste le déposer à disposition, mes supports de cours pour les étudiants. Voilà. En fait, ce que je mets sur le papier, moi, par exemple, des directeurs d'atelier, il vaut mieux que j'aille chercher, parce que ça présente beaucoup plus d'intérêt. Ah bah oui. La lettre, c'est vraiment très compliqué. Ah oui, là, tu auras beaucoup plus d'outils. Ça veut dire aussi que ça demande peut-être d'avoir une nomenclature commune sur comment on harmonise et comment on titre l'autre. Les cours, oui, mais c'est jamais parce que du AP, ça fait tout le boulot de nommer, de nomenclaturer. Ça veut dire que si nous, on a un accès direct, il faut qu'on applique la même méthodologie sur le titre d'accès. En réalité, la formalisation des éléments, c'est énormément de communication à présent. Le titre du cours que tu as donné, il a un titre, eux, ils l'ont eu dans le planning. Je ne sais pas. Le nom du décès. Après, ça, c'est de la cuisine, c'est un peu de la cuisine. Moi, je veux là-dessus. La partie il faut qu'elle soit de formaliser de la même manière. Parce que pour les étudiants, ça sera de temps. Et puis pour nous aussi, d'aller chercher. Donc nous allons voir maintenant les exercices dans un espace de cours. Donc les exercices, c'est un outil qui est disponible donc dans un espace de cours, visible ou non visible. Et cet outil va nous permettre de créer soit des questionnaires d'auto-évaluation,
soit éventuellement des examens avec un nombre de tentatives et un temps limité. Donc ce genre d'outil est vraiment très pratique pour le formateur puisqu'il va pouvoir se concentrer sur les questions et la correction va se faire de manière totalement automatique. Donc pour créer un nouveau test, si aucun test n'existe, vous avez ici le bouton Nouveau test, sinon en haut à gauche, vous avez ici l'icône Nouveau test. Tout d'abord, on va donner un nom à ce test. Test formation A. Et je vais cliquer sur Poursuivre avec la création de questions. Donc on a différents types de questions qui peuvent être créées dans un test. On va avoir les questions à réponse unique, questions choix unique, des questions à réponse multiple. On va pouvoir aussi avoir des questions où il faut remplir les blancs. On va avoir des questions où il faut appareiller une réponse de gauche à droite. On va avoir aussi des questions ouvertes. Et on va avoir aussi tout un tas de questions plus ou moins originales, avec des images, sans images, avec des cases à cocher. Donc je vous invite à les visiter une par une et à les tester. Pour ce test, on va utiliser d'abord une question à réponse unique. Donc là, on va poser une question. Par exemple, qui a écrit Germinal? Donc ça va être la question. Et ensuite, on va saisir les différentes réponses. Émile Zola. Guy de Maupassant. Ou Gustave Flaubert. Je vois ici que la case à cocher vrai est cochée ici. Je vais pouvoir définir à droite le score. Ici, on va dire que j'ai 2 points. Ici 0, ici 0. Et là, j'ai trop de réponses, donc je vais en enlever une, car je souhaite qu'il y ait que 3 choix possibles. Donc je vais cliquer sur moins de réponses. Et je vais faire ajouter la question au test. Donc on voit ici que la question a été ajoutée à mon test. Et je peux l'éditer, la copier, c'est-à-dire la dupliquer, ou la supprimer sur la droite avec ces 3 icônes. Le score maximum est de 2. Elle n'a aucune catégorie. Je vais créer maintenant une réponse avec une question avec plusieurs réponses possibles. Donc une question à réponse multiple. Donc ici, je vais saisir une question avec plusieurs réponses possibles. Quels sont les nombres premiers dans cette liste? 1, 2, 3, 4. Les réponses sont 2 et 3. Je vais affecter le score 0 à la première réponse, 1 à la deuxième, 1 à la troisième, et 0 à la quatrième. Je fais ajouter la question au test. J'ai maintenant 2 questions dans mon test. Je vais pouvoir tester mon test en faisant prévisualiser le test. Donc là, on voit que mes questions vont s'afficher. J'ai 2 questions de 2 points, donc un total de 4 points pour ce test. Donc, qui a écrit Germinal? Bien sûr, c'est Émile Zola. Question suivante. Quels sont les nombres premiers dans cette liste? Le 2 et le 3. Fin du test. Donc là, j'ai bien un résultat de 4 sur 4 avec le détail des réponses. Et je peux retourner à la page d'accueil du test ici. Maintenant, si je souhaite transformer ce questionnaire d'auto-évaluation en examen pour mes étudiants, mes apprenants, dans la liste donc des exercices, je vais prendre test formation A et je vais faire non pas éditer,
mais configuré. Je vais aller dans Paramètres avancés. Et là, je vais lui dire au niveau, est-ce qu'il faut un feedback à la fin? C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir les réponses et les bonnes réponses et les mauvaises réponses? Oui ou non. Donc là, on va mettre pas de feedback. Là, on a un mode auto-évaluation. Donc non, on est en mode examen. On va mettre une seule tentative possible. Et on peut activer également une date de début, une date de fin pour faire cet examen. On va avoir différentes options qu'il faut tester. Et on va faire modifier cet exercice. Sachant qu'il faut, oui, sur un examen, il faut un pourcentage minimum. On peut dire que par exemple, à 75% de bonnes réponses, on considère que l'examen est passé. Je fais modifier l'exercice. Je vais retourner dans ma liste d'exercices. Et maintenant, donc, mon exercice est un exercice de type examen. Donc l'apprenant n'aura le droit de le faire qu'une seule fois. Il faudra qu'il ait un score de 75% pour qu'il soit bon et validé. En tant que professeur, si vous voulez voir les résultats rapidement, vous pouvez accéder ici aux résultats via cette petite icône qui est à côté de l'icône configurer. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des apprenants, de leur score et de la date auquel ils ont réalisé l'examen. Si jamais vous voulez supprimer tous les résultats, vous avez ici un petit balai qui permet de supprimer tous les résultats de l'exercice. Et vous avez plusieurs balais qui permettent de supprimer tous les résultats de tous les exercices, à utiliser avec précaution, bien entendu. Vous pouvez importer des questions à partir de d'autres logiciels de questions, comme Hot Potatoes, via un tableau Excel, via les exercices Aiken, via les exercices QTI2, qui est un format d'échange de questions entre logiciels. Vous pouvez gérer également une banque de questions. Ça va regrouper toutes les questions de tous vos exercices. Vous allez pouvoir les catégoriser et les éditer une à une et les associer derrière à des exercices ou des examens plus tard ou maintenant. Le dossier vert à côté donc des banques de questions permet de créer les catégories pour classer vos questions. De même que vous pouvez importer donc le format QTI, vous pouvez aussi exporter votre questionnaire sous forme de IMS QTI pour le partager avec d'autres plateformes Shamilo ou les stocker tout simplement sur votre disque dur. Enfin, nous retrouvons les deux icônes cacher, activer, désactiver, masquer, cacher le test aux apprenants et le bouton supprimer. Attention, quand vous supprimez un exercice, les résultats sont... Donc nous allons voir maintenant comment créer un cours. Alors pour créer un cours, il y a plusieurs possibilités. Sur votre page d'accueil, si vous avez un lien créer un cours, vous pouvez cliquer dessus. De la même manière, sur l'onglet mes cours, j'ai toujours le lien créer un cours. On peut aussi passer par l'onglet administration lorsqu'on est administrateur. Et là, je vais avoir pour créer un cours donc dans le panneau cours. Et je vais avoir aussi liste des cours pour voir tous les cours qui sont sur la plateforme. Alors là, je vais cliquer sur créer un cours. Donc pour créer un cours, il suffit simplement que je lui donne un titre. On voit que en tant qu'administrateur, j'ai différentes options.
On a ici le code du cours qui, s'il n'est pas rempli, va être généré automatiquement. On va pouvoir aussi faire des catégories de cours. On va pouvoir définir les formateurs du cours. La langue du cours, qui peut être différente de la langue de la plateforme. Le type d'accès par défaut de ce cours. Donc, public, tout le monde peut y avoir accès. Ouvert, seulement autorisé aux utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Accès privé, là il faut que quelqu'un vous inscrive. Fermé, personne ne peut y accéder. Invisible, il restera invisible. Par exemple, si votre cours est encore en mode brouillon, vous n'êtes pas obligé de le rendre visible ni aux professeurs ni aux étudiants. Est-ce que l'inscription est autorisée? Est-ce que la désinscription est autorisée? Le quota du cours en mégaoctets, c'est le nombre de documents que je vais pouvoir charger dans l'espace document. Cours spécial, donc c'est une case à cocher qui nous permet donc de faire remonter le cours tout en haut. Par exemple ici, format cours est un cours spécial, on voit qu'il sera toujours tout en haut de la liste des cours. Donc là je peux cocher. Et on a donc tout un tas de champs supplémentaires, et notamment on peut mettre une vidéo pour expliquer ce que c'est que le cours, une vidéo qui peut être soit sur YouTube soit ailleurs. Et d'autres champs donc, qui permettent de régler, donc de faire le lien avec d'autres services. Donc là, une fois que j'ai finalisé ce formulaire, je vais faire créer cours. Donc on voit ici que mon cours apparaît dans la liste de cours. Il a un icône vert, ça veut dire qu'il est autorisé aux utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Lorsque l'icône est orange, c'est un accès privé visible uniquement par les membres du groupe. Lorsque l'icône est rouge, il n'y a aucun accès au cours. Lorsque l'accès est bleu, tout le monde est autorisé à voir le cours, même ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. Et enfin, la couleur grise indique que le cours est invisible. Si maintenant je crée un cours, non pas à partir de l'interface administration, mais à partir de l'interface professeur. Donc je fais créer un cours. On voit que tous les paramètres dessous le nom du cours disparaissent par défaut, ce qui permet donc une saisie beaucoup plus simple au niveau de la création du cours. Donc là je vais faire cours formation B et je vais créer ce cours directement sans toutes les options qu'il y avait dans l'administration. Quand j'ai créé mon cours, j'arrive directement sur l'espace de cours. Par défaut, donc, il y a des outils au niveau du cours qui sont visibles ou invisibles. Description du cours, documents, parcours, liens, etc. Si je souhaite personnaliser l'aspect de mon cours, je vais aller tout en bas et je vais aller dans Paramètres. Ici, je vais retrouver tout un tas de paramètres qui étaient masqués par défaut. Et je vais pouvoir régler, moi, en tant que professeur, l'accès au cours, comme on a vu dans l'espace administration. Public, ouvert, accès privé, fermé ou invisible. Si jamais le lien est public, l'accès au cours est public, je vais pouvoir ici copier-coller cette URL dans un email, de façon à pouvoir l'envoyer à des personnes qui n'ont pas de compte sur ma plateforme. Je vais retrouver inscription, désinscription, autorisé ou non autorisé. Je vais pouvoir définir un mot de passe si je souhaite restreindre l'accès à ce cours. Et je vais pouvoir aussi mettre des termes légaux à ce cours. Par exemple, les termes RGPD ou des termes de droit d'auteur. En tant que professeur, je vais pouvoir régler aussi le nombre d'emails que je vais recevoir en fonction des actions des étudiants sur mon cours. Donc, nouvelles inscriptions,
nouveau travail rendu, nouveau travail soumis, etc., etc. Je vais pouvoir également ajouter une image pour personnaliser le cours sur la page d'accueil. Pour ce faire, je vais dans Paramètres de cours et j'ai ici ajouté une image de présentation. Je vais choisir une image ici. Et Chamilo va me proposer de découper cette image selon un carré qui est standard à Chamilo. Et je vais pouvoir enregistrer mon cours et les paramètres. Si je vais dans la page Mes cours, je vois ici donc cours formation B avec ma petite image qui apparaît. À tout moment, en tant que créateur du cours, lorsque je clique sur le cours, je peux éditer ce cours comme bon me semble. Si jamais vous voulez voir le cours en mode apprenant, vous avez ici un petit raccourci qui dit « Passer en vue apprenant » pour voir votre cours comme le verrait l'étudiant qui va sur votre plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, l'étudiant, lui, ne voit que les icônes que vous avez autorisé à voir. Il va pouvoir naviguer donc dans la description du cours, dans les documents et dans les parcours que vous aurez. Alors Chamilo, c'est une solution de e-learning, une solution de logiciel libre. C'est la deuxième solution d'e-learning libre la plus populaire au monde. On a 30 millions d'utilisateurs déjà qui ont utilisé notre plateforme. C'est une solution qui a pour but d'améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité partout dans le monde. Chamilo, aujourd'hui, a déjà impacté plus de 32 millions de personnes dans le monde et son impact, c'est de simplifier l'accès à une éducation de qualité. C'est une plateforme qui permet à des enseignants de mettre en place du contenu pour leurs étudiants, leurs apprenants, de façon simple. Alors Chamilo Conférence est le plus gros événement présentiel professionnel dans l'écosystème de Chamilo. Quand je dis professionnel, c'est simplement les personnes qui travaillent vraiment avec Chamilo au jour le jour et généralement au niveau plutôt décisionnel et qui ont besoin de partager des expériences pour savoir quels sont les usages d'autres utilisateurs de leur niveau, de leur type d'utilisation de Chamilo. C'est souvent un problème, une plateforme, c'est très vaste en fait, on peut faire plein de choses avec, mais avoir les bonnes pratiques, ça aide vraiment à avoir de meilleurs résultats. Chamilo, c'est l'e-learning simplifié.